Bienvenue à tous à ce webinaire consacré à la présentation d'une étude qu'on a publiée en début de mois sur le retour, les consommations résidentielles du parc social à Paris. Alors, je me présente, je suis Olivier Richard, je suis directeur d'études sur les sujets environnement, énergie, réseau à l'atelier Paris d'urbanisme, la PUR, et je suis en compagnie de Gabriel Sénégas et d'Anne-Marie Villot, les co-auteurs de l'étude, à qui je vais rapidement passer la parole pour vous présenter cette étude. Quelques petites précisions techniques avant de démarrer. Donc, je vous signale que la séance est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre site internet en replay. Également, vous demander de couper vos micros et vos caméras quand vous n'intervenez pas pour éviter des problèmes techniques de l'ARSENS et libérer de la bande passante. Et enfin, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter l'étude sur 30 à 40 minutes et de se garder le dernier quart d'heure de cette heure de webinaire pour un temps de questions-réponses. Pour les questions, vous pouvez bien sûr les inscrire dans le chat de Teams, mais vous pouvez également, à la fin de la présentation, lever la main et les poser de manière orale. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attaquer la présentation. Donc, quelques petits mots juste sur le contexte de cette étude qu'on a réalisée sur l'année 2023, qui était inscrite à notre programme de travail partenarial. Donc déjà, vous dire que c'est une étude qui est dans le prolongement des travaux qu'on mène à la PUR sur les questions d'énergie, mais également sur le logement social, avec des travaux sur le parc social, des travaux sur la réhabilitation thermique des bâtiments, des travaux qui sont d'ailleurs disponibles sur notre site internet. Et puis également un travail sur la question de la donnée énergétique qu'on a entamé en lien avec la ville de Paris et l'Agence parisienne de climat depuis 2020 et qui a donné lieu à la mise en place d'un outil Enersig à destination des personnels de la ville de Paris et de l'Agence parisienne du climat. Bien sûr, cette étude, elle a été rendue possible par un événement en termes de données énergétiques, c'est-à-dire la libération des données de consommation résidentielle à l'adresse, libération qui fait suite à la loi de transition écologique de 2015 et en particulier à l'article 179 et qui, depuis 2018, nous permet d'avoir accès aux données fines de consommation annuelle de gaz, d'électricité et depuis 2020 pour une partie des réseaux de chaleur. Les travaux qu'on va vous présenter sont sur les données de 2022, qui sont les dernières données qui sont disponibles. Cette étude, elle a bien sûr été menée avec un partenariat très étroit avec la ville de Paris et sa direction du logement et de l'habitat, et aussi et surtout avec les trois principaux bailleurs parisiens que sont Paris Habitat, la RIVP et Logisample, qui nous ont permis de travailler sur un panel de logements qui est relativement important, puisque vous verrez que l'état des lieux, c'est plus de 70 000 logements, donc on est vraiment sur quelque chose qui est inédit. Pour finir, juste vous dire que quand on a entamé cette étude, cela faisait écho à des travaux un peu similaires qui avaient été menés à l'étranger, en particulier en Grande-Bretagne et en Allemagne, qui, pour le coup, présentaient des conclusions qui nous inquiétaient avec des effets rebonds. Donc, on s'est lancé sur ces travaux en se demandant voilà ce qu'on allait trouver au niveau des consommations résidentielles parisiennes, et c'est ce qu'on va vous présenter. Juste pour finir et vous dire que le nouveau plan climat de Paris qui devrait être validé dans le courant de l'année ou au début 2025 confirme en tout cas les objectifs du précédent, c'est-à-dire bien sûr la neutralité carbone en 2050 et qui passerait avec des réductions de consommation d'énergie de l'ordre de 35% à l'horizon 2030, de 50% à l'horizon 2050, et tout ceci au travers de la rénovation de l'ensemble du parc de logements à Paris d'ici 2050. Sans plus tarder, je passe la parole à Anne-Marie Villot,
qui va vous présenter donc l'état des lieux. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Alors, je suis co-auteur oui, de l'étude avec Gabriel Sénégas. Ce qu'on va vous présenter ce matin, ce sont les principaux résultats un peu en deux temps. D'abord, une sorte de photographie à date des consommations énergétiques des logements sociaux du parc parisien. Et puis, dans un second temps, une comparaison des consommations énergétiques avant-après travaux de rénovation des premières opérations plan climat. Voilà. Alors, peut-être avant d'aborder la partie résultats, je vous propose de regarder peut-être d'avoir quelques rappels un peu méthodologiques et puis quelques repères qui nous permettront de mieux comprendre la suite. D'abord, la première chose, comme le disait Olivier, on travaille sur les consommations énergétiques réelles. Et il faut bien garder en tête que ces consommations réelles, elles sont différentes et elles ne sont pas comparables aux consommations énergétiques théoriques. Parce que, en fait, les consommations énergétiques théoriques, elles décrivent la performance thermique d'un bâtiment et elles sont modélisées sur la base d'hypothèses conventionnelles. Alors, du coup, c'est vraiment l'indicateur qui est utilisé dans la plupart dans toutes les réglementations, hein, que ce soit les diagnostics de performance, les audits, les bilans de travaux. Nous, nos consommations énergétiques réelles, ce sont en fait les consommations relevées au compteur du point de livraison et facturées au client. Donc, certes, elles décrivent la performance thermique du bâtiment, mais elles intègrent aussi beaucoup d'autres facteurs, des facteurs d'échelle globale comme la météo, la rigueur de l'hiver, le coût, la variation du coût de l'énergie. Et puis, des facteurs qui sont cette fois très locaux, liés aux bâtiments ou à leurs occupants. Alors, par exemple, sur le bâtiment, il y a l'âge de la chaufferie, son entretien, son rendement, l'isolation des réseaux secondaires. Et sur les facteurs humains, il y a aussi le nombre d'occupants qui, du coup, est réel. Et puis, finalement, l'appréciation du niveau de confort et le besoin de chauffage. Ces données, elles n'ont pas pour l'instant d'utilisation réglementaire et elles sont récentes. Peut-être juste quelque chose d'important, c'est que représentent finalement les consommations du parc social à l'échelle parisienne. Alors, sur ce point-là, le ROSE, qui est l'Observatoire francilien des consommations énergétiques, nous apporte des réponses. Et on voit sur le camembert qui est à gauche que le secteur résidentiel, en violet et en rose, représente à lui seul 46% des consommations énergétiques, c'est-à-dire moins que le secteur tertiaire et tous les bâtiments de bureaux. Et à l'intérieur de ces 46%, le parc social représente 8%. Donc, on a démarré finalement sur une petite partie des consommations énergétiques à l'échelle de Paris. Cette année, on va continuer sur le parc privé et dans les années à venir, on continuera sur le parc du coup, de bureaux. Alors, ce travail statistique, Olivier l'a dit, il est assez inédit. Donc, en fait, en 3 mots, pourquoi il est inédit? Parce qu'on utilise ces données de consommation énergétique réelles qui sont récentes. Il y a eu un gros travail en fait de mise au point d'une méthode d'analyse des données adaptée au parc de logement social. Hein. Et ça, c'est vraiment une grosse partie du travail puisqu'il a fallu quand même vraiment fiabiliser les résultats et l'analyse. Et puis, du coup, il est aussi inédit en termes de résultats, parce que la taille des panels, comme l'évoquait Olivier, permet une approche statistique des consommations énergétiques. Et ces résultats, en fait, cette sorte de cadre global est tout à fait complémentaire aux monographies et aux études de cas, qui sont beaucoup plus détaillées, réalisées avec d'autres méthodes, mais qui sont du coup partielles. Donc, dans l'étude, tout ce qu'on va vous présenter, ce seront l'indicateur retenu, ce sera une consommation en kilowattheure par mètre carré de surface habitable, donnée à partir desquelles on a appliqué 2 corrections. Une correction habituelle des variations climatiques, qui permet en fait de comparer les données d'une année sur l'autre,
et une correction sur les usages de l'énergie pour coller avec les 5 usages de l'énergie définis dans les réglementations thermiques. Qui, en gros, ce qu'on garde, c'est le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires. Et donc, on a écarté les consommations d'électricité spécifiques et de cuisson. Donc voilà, j'aborde la première partie des résultats sur cette photographie à date des consommations du parc social. Alors, l'idée, c'est, on travaille avec les données 2022. L'idée, c'est un peu de réitérer cet exercice à l'avenir, chaque année, avec la libération de nouvelles données. Juste en préalable, 2022, c'est effectivement les données les plus récentes. C'est aussi une année très particulière en termes de consommation énergétique, puisque c'est le début de la guerre en Ukraine et il y a vraiment eu un mouvement de bascule avec la prise de conscience d'un risque de pénurie d'approvisionnement et de dérive des coûts de l'énergie. Alors, notre panel d'études, il porte sur plus de 76 000 logements sociaux parisiens, donc des 3 bailleurs partenaires de l'étude, Paris Habitat, RGP et Logician. Ça représente 41% des logements du parc de ces 3 bailleurs et environ 30% des logements du parc social parisien. Alors, pourquoi cette décote, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on est sur 41% du parc des 3 bailleurs et non pas 100%? Eh bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pour fiabiliser les données, à la fois quand on avait des données énergétiques qui étaient un peu aberrantes, ou lorsqu'on n'arrivait pas à mettre en face des groupes immobiliers des bailleurs les consommations de ces groupes, on a écarté les données pour garder celles qui sont robustes. En fait, voilà. Cette décote, c'est un peu le prix de la robustesse. Alors là, on obtient un panel de 76 000 logements, juste pour faire écho à l'étude anglaise qui avait été citée. Elle portait sur 55 000 ménages à l'échelle de l'Angleterre et du Pays de Galles. Donc là, on est à 76 000 sur Paris. La structure de notre panel, elle diffère un peu de celle du parc des 3 bailleurs et du parc parisien, notamment par une surreprésentation des logements équipés en chauffage individuel. Alors, si on regarde maintenant les résultats à proprement parler, on a cet histogramme qui donne en fait la répartition des logements du panel par tranche de consommation. Alors, peut-être 2 choses à regarder. Déjà, on est sur une médiane, donc une consommation médiane réelle en énergie finale, 5 usages corrigés du climat pour 2022, voilà, c'est dit, 230 kWh par mètre carré. Ce qui est plutôt un résultat plutôt assez bon en fait de l'ensemble du parc social parisien. Pour autant, ce qu'on note, c'est une grande, en fait, notre histogramme, il est quand même assez étalé. Donc, sur la gauche, on a les logements qui consomment finalement très peu, qui sont très sobres. Et sur la droite, on a quand même un certain nombre de logements davantage consommateurs. Donc, on s'est posé la question des facteurs qui pouvaient expliquer ces différences de comportement avec des hypothèses. Est-ce que c'était le mode de chauffage, la période de construction, la performance énergétique initiale des bâtiments ou les travaux réalisés finalement. Alors, on a pu avancer surtout sur le mode de chauffage et la période de construction avec les données à disposition. Alors, ce qu'on note, et c'est un peu vraiment le résultat de l'étude de cette partie photographie, on a été assez étonnés sur le résultat. Ce que montrait l'étude, c'est le rôle vraiment discriminant du mode de chauffage sur le niveau de consommation. Alors, le chauffage, c'est le principal poste de dépense des ménages en termes de consommation d'énergie. À Paris, c'est 60%. À l'échelle nationale, c'est plutôt 69%. Donc, mais non seulement il est dominant, mais en plus, il est vraiment discriminant. C'est-à-dire que les logements qui sont équipés d'un chauffage individuel ont une consommation médiane de 88 kWh par mètre carré, alors que les logements de notre panel qui sont équipés d'un chauffage collectif ont une consommation de 153 kWh par mètre carré. Alors, on a un peu détaillé, on est allé un peu plus loin dans l'analyse par type d'énergie et un petit peu par période de construction de notre parc, puisqu'il est très, très varié, très diversifié à Paris.
Alors, si on regarde en bleu, ce sont les logements qui sont équipés d'un chauffage électrique. Et là, pour le coup, la consommation est extrêmement faible, extrêmement modérée, puisqu'elle est de 65 kWh par mètre carré. Et si on regarde les bâtons de droite, qui sont en fait les consommations médianes, mais par période de construction, on a quelque chose de très plat, c'est-à-dire que quelle que soit l'époque de construction, cette consommation est très faible. Si on regarde toujours dans le chauffage individuel, mais cette fois au gaz, on est sur l'histogramme jaune, là, la consommation, elle est déjà de 129 kWh par mètre carré, avec des variations selon la période. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que un ménage qui consommerait 65 kWh par mètre carré en électricité, en fait, a une dépense annuelle qui est supérieure à un ménage qui serait équipé d'un chauffage gaz individuel, alors qu'il aurait une consommation presque double. Donc, c'est une forte élasticité de la consommation, du niveau de consommation, avec évidemment le coût de l'énergie. Si on regarde cette fois les logements équipés d'un chauffage collectif, alors, ce qui est frappant déjà, c'est le niveau qui est très supérieur aux logements équipés avec un chauffage individuel. Alors, la CPCU qui est en bas en vert a une médiane à 140 qui reste assez modérée. Et là, pour le coup, on voit une différence entre les logements les plus anciens, notamment ceux d'après-guerre, qui sont un peu des passoires thermiques, hein, et puis les logements plus récents qui bénéficient de réglementations thermiques importantes. Par contre, pour le gaz collectif, c'est celui qui est en haut, en orange, on est avec une médiane de 174 kWh par mètre carré, qui est vraiment très élevée et qui est en fait, de fait, très élevée, quelle que soit la période de construction. Alors, nous, on a plutôt regardé ça avec les bailleurs en se disant que pour les logements qui étaient dans des opérations équipées en chauffage collectif, et c'est là où les consommations réelles sont intéressantes, ce que ça montre en fait sans doute, c'est la grande marche à faire encore en termes de régulation des réseaux, que ce soit les réseaux de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, en termes de régulation, de respect de la consigne, de la température de consigne, ou bien même de la période de chauffe. Et là, c'est là où le fait qu'on soit dans une période un peu nouvelle par rapport à l'énergie, pose de nouvelles questions parce que en fait, auparavant, le gaz n'était pas si cher et finalement, chauffer à 21, c'était pas si grave, pas si important. Voilà. Donc, le temps a changé et les enjeux sont différents. Juste un tout petit point sur l'électricité, qui on pourrait se dire, ben, c'est parfait, c'est vraiment épatant, cette faible consommation. En fait, les bailleurs ne regardent pas ce chiffre tout à fait comme ça, parce que en fait, cette faible consommation, quel que soit le niveau d'isolation des bâtiments, pose la question, en fait, est-ce qu'il s'agit d'une situation de sobriété choisie ou bien plutôt de précarité compte tenu du prix. Et du coup, c'est plutôt un non-recours au chauffage dans certaines opérations. Et pour les bailleurs, il y a un grand enjeu à identifier ces deux situations, en fait, pour faire de la rénovation énergétique dans ceux qui présenteraient de la précarité énergétique. Et je passe la parole maintenant à Gabriel pour les opérations plan climat. Bonjour, je mets ma caméra. Oui, du coup, dans cette seconde partie, comme l'a évoqué Anne-Marie, on s'intéresse aux économies d'énergie associées aux rénovations au travers de l'analyse de 51 opérations et près de 9000 logements ayant fait l'objet de travaux au titre du plan climat parisien. Donc, en préambule, il est important de rappeler que cette analyse statistique, elle s'intéresse à l'évolution de la consommation d'énergie et elle ne permet en aucun cas d'évaluer l'impact global des travaux. Pour cela, il faudrait croiser avec une lecture plus qualitative des opérations en détaillant notamment la nature des travaux qui a été réalisée,
également en menant des campagnes peut-être d'entretien auprès des ménages pour avoir des informations sur le confort des occupants, que cela soit en été ou en hiver. Donc ça, c'est des travaux complémentaires qui sont toujours à mener ou qui ont pu être menés en partie par les bailleurs. Ces travaux, ce panel, du coup, travaux, il représente à peu près 5% du parc des 3 bailleurs partenaires de l'étude et 70% de ce parc ayant fait l'objet de travaux entre 2012 et 2020. Alors, pourquoi on étudie les opérations qui ont été réalisées entre 2012 et 2020? Simplement parce que nous avons les données de consommation réelles sur une période qui court de 2011 à 2022. Donc, pour avoir la possibilité de qualifier la situation avant et après, on ne peut s'intéresser qu'à cette partie-là des travaux réalisés. Point important, comme pour la première partie, le panel travaux, il se distingue du premier panel, du panel un peu photographie 2022, mais également il se distingue du panel du parc des 3 bailleurs, tout simplement parce qu'il porte sur les premières opérations financées au titre du plan climat et que ces opérations, elles ont concerné très majoritairement des bâtiments en chauffage collectif construits entre 1940 et 1980. Près de 80% en fait des logements du coup de ce panel concernent ces bâtiments-là, enfin ces logements-là, simplement parce que ce sont les logements et les bâtiments qui ont été identifiés par les bailleurs comme les plus consommateurs, donc les premiers ayant fait l'objet de travaux de rénovation. Il faut garder en tête aussi que ça, c'est mouvant dans le temps, que les pratiques de rénovation et la nature du parc rénové ont évolué dans le temps et continuent d'évoluer, bien évidemment. Voilà. Ensuite, si on passe à la diapo suivante. Donc, sur la diapo suivante, avant de vous présenter les grands résultats, nous, il nous semble très important d'insister sur le fait que, et ces 2 graphiques un peu barbares que vous allez voir, il y en a 2 qui suivent, d'insister sur le fait que chaque opération est singulière et qu'il y a une grande diversité de situations. Donc là, ces graphiques, pour vous les expliquer en 2 mots, vous avez en abscisse l'évolution de la consommation avant-après travaux en pourcentage. Et en ordonnée sur celui-ci, c'est le niveau de consommation de départ. Sur le second qui suivra, vous aurez le niveau de consommation d'arrivée. Chaque point représente une opération et la taille du point représente le nombre de logements derrière chaque opération. Voilà, donc on voit bien la grande diversité de situations, quel que soit en fait le mode de chauffage considéré, avec des niveaux de départ qui peuvent être extrêmement élevés comme très faibles dans certains cas. C'est pourquoi cette diversité, pour nous, il a été nécessaire de l'illustrer en croisant plusieurs indicateurs. Donc à la fois l'analyse de la baisse en pourcentage, mais aussi le niveau de consommation de départ, qui est quand même un critère très important quand on veut évaluer la performance des travaux réalisés sur la consommation, et le volume de consommation évité, qui est très lié aux 2 premiers critères évoqués. Donc là, on a le deuxième graphique où c'est simplement l'ordonnée qui change avec le niveau de consommation d'arrivée plutôt que le niveau de consommation de départ. On voit bien un tassement de consommation, un resserrement du niveau de consommation autour de 125 kWh par mètre carré. Voilà. Donc, allez, pour poursuivre et rentrer un petit peu dans le cœur de la méthodologie, on va vous présenter 4 exemples. Donc là, ça permet de comprendre comment on qualifie la situation avant et après travaux, notamment pour la situation avant travaux, en accord avec les partenaires de l'étude, donc les bailleurs et la direction du logement et de l'habitat. Nous avons décidé de partir sur la moyenne des consommations observées sur les années N-1, N-2, N-3 avant la date d'achèvement des travaux. Pour la situation après travaux, en revanche, nous avons décidé de partir sur l'année N+2 et toutes les années qui seraient renseignées après l'année N+2. On écarte l'année N+1 parce que généralement, les travaux ne sont pas totalement terminés ou il reste, par exemple, des sujets de régulation des systèmes pas totalement au point. Voilà, ici, dans cette première opération, on a le cas d'une opération du coup dans le parc ancien d'avant 1915, on est sur un bâtiment RIVP chauffé au gaz individuel avec un niveau de consommation de départ particulièrement élevé à 227 kWh par mètre carré et par an. Et les travaux réalisés ici, donc c'est une isolation thermique par extérieur partielle du fait du caractère patrimonial de l'immeuble. On a isolé seulement sur cour
avec remplacement des chaudières, mise à disposition de thermostats et sensibilisation des occupants à l'usage de ces thermostats et sur le sujet de la régulation. Donc on voit bien ici, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est que même une isolation thermique partielle peut produire des effets en chauffage individuel, surtout quand elle est associée à une sensibilisation des occupants quant au sujet de la régulation. Et ça a été le cas dans cet exemple-là. Donc là, on voit qu'on arrive, après travaux, à 145 kWh par mètre carré par an, soit une baisse de la consommation de moins 36%. Vous allez le voir pour les quatre opérations qu'on vous présente. On a isolé à chaque fois l'année 2022 pour les raisons qui ont été évoquées par Anne-Marie. 2022, c'est une année particulière post-crise énergétique avec du coup des gains de sobriété qui sont assez visibles, que cela soit en système individuel ou en système collectif avec une attention plus particulière qui a été portée sur le sujet de la régulation par les bailleurs. Voilà, on peut passer à l'opération suivante. Donc là, on passe en chauffage collectif. On a mis, on verra celle-ci et celle qui suit, sont deux opérations du coup raccordées au réseau de chaleur urbain de la CPCU, de la ville de Paris, avec des niveaux de départ semblables, mais avec des baisses avant-après travaux très différentes. Là, ce qu'on voulait montrer, c'est le poids de l'isolation thermique par l'extérieur sur la baisse de consommation d'énergie. Ici, dans ce cas-là, on a un bâtiment où une isolation thermique par l'extérieur globale était prévue, mais n'a pas pu être réalisée du fait de l'écriture architecturale et patrimoniale du bâtiment. Donc, c'est une ITE très partielle qui a été réalisée. Et en fait, cette ITE, du coup, elle se traduit par une baisse de la consommation après travaux assez modérée. Malgré tout, on peut avoir des sources d'optimisme avec l'année 2022 en disant qu'il y a un reste à gagner significatif avec des efforts sur la question de la régulation et des systèmes. L'opération qui suit, on est toujours du coup en chauffage urbain, un niveau de consommation de départ semblable, mais à l'inverse de celle qui a été présentée précédemment, ici on a une isolation thermique par l'extérieur globale qui est réalisée avec un remplacement de la sous-station. Donc la sous-station, ça équivaut à la chaudière collective, mais c'est l'échangeur du coup en pied d'immeuble qui permet de récupérer les calories du réseau de chaleur qui passe dans la rue. Ici, l'isolation thermique par l'extérieur associée au remplacement de la sous-station se traduit par une baisse de la consommation assez significative de l'ordre de 40%, qui se traduit par une économie d'énergie par an et par logement très importante, supérieure à 4000 kWh par an et par ménage. Ensuite, on peut terminer avec une dernière opération. Là, on revient à un système individuel, mais avec du chauffage électrique cette fois-ci. Et là, ce qu'on voulait montrer au travers de cet exemple, c'est que malgré le fait que le niveau de consommation de départ soit très très bas, on peut avoir malgré tout une baisse importante après travaux. Donc ici, le niveau de départ est à 75 kWh par mètre carré par an, ce qui est relativement bas. Mais l'isolation thermique par l'extérieur global, le remplacement des systèmes de chauffage se traduit ici par une baisse significative de la consommation d'énergie qui, du fait de l'énergie et du prix de l'électricité, s'accompagne très probablement ici par des gains de facture assez significatifs pour les ménages. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a un peu pris la mesure du coup de la singularité de chaque opération, on a quand même essayé de produire une analyse statistique sur ces 9000 logements. Donc ici, dans cette première diapositive, on voit la baisse de consommation avant-après travaux selon le mode de chauffage. Au global, la baisse moyenne observée sur ces 51 opérations elle est de moins 28%. Et comme on l'a vu tout à l'heure, elle cache de grandes diversités, que cela soit selon le mode de chauffage observé. Donc on a des baisses qui peuvent aller de moins 18% à moins 31% selon le mode de chauffage observé, moins 31% quand on est en chauffage individuel et moins 18% en CPCU en l'occurrence. Et ces baisses-là sont aussi très variables d'une opération à l'autre, mais ça on l'a déjà vu. Ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais on a fait la comparaison dans la première partie avec les études qui ont pu être menées à l'étranger, dans lesquelles on avait un effet rebond constaté quasi systématiquement. Ici, l'effet rebond, on ne peut pas dire qu'il est inexistant, mais en tout cas, il n'est pas constaté en augmentation de la consommation à l'eau.
mais il peut néanmoins être à l'origine de baisses plus modérées de la consommation dans certains cas. C'est difficile du coup d'isoler ces cas-là. Voilà, ce qu'il faut, on verra la diapo ensuite, mais c'est toujours garder en tête cette analyse un peu multicritère, c'est qu'une baisse faible de consommation avant-après travaux, elle peut se traduire par des gains d'énergie importants si le niveau de départ est très élevé. Voilà, si on part de 250 kWh par mètre carré, une baisse de 20% peut se traduire par des gains en kWh et par an très importants. Donc ici, on est plutôt sur le volume d'énergie de consommation évitée grâce à la réalisation de ces travaux. Au global, c'est près de 20 gigawattheures qui sont évités par an. Et c'est par logement, ramené par logement, ça équivaut à 2200 kWh par an et par logement, en sachant que la consommation moyenne d'un ménage parisien est comprise entre 8000 et 9000 kWh par an et par mètre carré. On est autour des moins 28% du coup, de baisse moyenne observée sur l'ensemble des opérations. Et ces économies-là se traduisent par des économies en euros pour les ménages de factures pouvant aller de 200 à 450 euros par an selon le mode de chauffage et l'énergie considérée. Donc voilà pour cette partie-là. En synthèse, donc voilà, on a déjà un peu tout dit, mais on a une baisse moyenne par opération de moins 28%, sans effet rebond, mais qui cache une grande diversité de situations et des économies du coût d'énergie moyenne par logement de 2200 kWh par an, qui, pareil, peuvent être très variables d'une opération à l'autre et qui se traduisent par des gains pour les ménages pouvant aller de 200 à 450 euros. Donc voilà, et c'est ce qu'on a un peu évoqué, c'est les critères qui expliquent, qui sont à l'origine de ces baisses. On a vu le rôle prépondérant du taux d'isolation thermique par l'extérieur, notamment, et la prise en compte, que cela soit en système individuel ou collectif, du sujet de la sobriété au sens large et de la régulation. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, on peut répondre à d'éventuelles questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. Peut-être que, pour que tout le monde en ait connaissance, on peut peut-être les reprendre une à une, même s'il y a déjà des réponses qui ont été apportées. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à lever la main, pour que ce soit un peu plus interactif. Donc, alors, je vais prendre peut-être la première question qui a été posée. Serait-il possible d'avoir la décomposition des consommations par type d'énergie, gaz élec, chauffage urbain, afin de bien comprendre quelle est la part de la conso due au chauffage ECS versus électricité des parties communes et privatives? Oui, c'est possible. On a choisi de ne pas représenter les consommations, le découpage par énergie pour simplifier la lecture des résultats, mais on a bien sûr la décomposition dans les fichiers sources. Par ailleurs, sur cette question des usages, on ne l'a pas dit en préambule, mais le fait de vouloir coller aux 5 usages, c'est quelque chose que l'on a fait pour entre guillemets, retrouver des choses qui sont connues de tous et qui sont les usages du DPE notamment. Mais de notre point de vue, c'est pas forcément une bonne chose parce que l'intérêt de cette étude, c'est d'utiliser des données de consommation réelles, facturées, et quelque part, le redécoupage par usage, c'est une dégradation d'une donnée de base réelle. Voilà, parce qu'on est obligé d'appliquer à un moment d'isoler des usages de façon un peu forfaitaire. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais c'est quelque part une dégradation d'une donnée de base. Donc, on aimerait bien, peut-être pour de futurs travaux, garder cette double clé de lecture, à la fois 5 usages si c'est utile à certains, et éventuellement aussi tout usage pour rester sur la donnée la plus fiable possible. Il y avait également donc une question sur la question du commerce, à savoir si le commerce était compris dans le tertiaire ou. Voilà. J'avais répondu, mais ça, je pense que ça faisait écho à la première diapositive, la sommaire au début. Et oui, effectivement, le commerce est compris dans le tertiaire.
Ensuite, sur les données de consommation qui sont utilisées dans l'étude, dans le cadre de l'étude, ce sont les données locales d'énergie à la maille de l'adresse. Et là, effectivement, il peut y avoir, je ne sais pas si c'est ça qui a été évoqué dans la question, mais il y a vraiment un avant-après 2017 sur la qualité des données. C'est-à-dire que, comme l'a évoqué Olivier en préambule, l'obligation qui s'est imposée aux distributeurs de mise à disposition des données Open Data, c'est à partir de 2018. Donc, nous, on a pu récupérer des données avant 2018, donc allant de 2011 à 2017. Et là, vu que les opérateurs n'étaient pas obligés de transmettre ces données, la répartition, on va dire, par secteur d'activité était peut-être un peu moins rigoureuse, et notamment tout ce qui concerne le petit tertiaire et donc le commerce de rez-de-chaussée qui pouvait se retrouver dans le secteur résidentiel. Et ça a été corrigé depuis. Très bien. D'autres questions, enfin pour bien être clair, donc effectivement, dans le début de la présentation, quand on évoquait donc la part du résidentiel de l'ordre de 46% des consommations d'énergie à Paris hors transport, on est effectivement bien en réel. On n'est pas en théorique, on est en réel. Il y avait donc également une question sur le chauffage électrique et le type d'énergie primaire ou finale. Donc là, encore une fois, on est bien en énergie finale et c'est toute la particularité, en tout cas, de cette étude qui est construite sur des données qui sont uniquement en énergie finale, c'est-à-dire observées au compteur. Effectivement, donc 76 000 logements au global, donc c'est un panel qui regroupe les 3 principaux bailleurs. Alors là, je ne sais pas si on a les chiffres. Non, enfin, on n'a pas les chiffres. On sait qu'il y a une très grande majorité quand même qui concerne les 2 premiers, qui sont les gros bailleurs, Paris Habitat et AIBP. Voilà, ensuite, vous donnez la répartition exacte. On n'a pas les chiffres en tête. En fait, on n'a pas fait de bilan par bailleur parce que ce n'était pas du tout l'objectif de l'étude et qu'en plus, leurs patrimoines sont vraiment très différents en période de construction. Donc, pour avoir un panel un peu représentatif à la fois du mode de chauffage et de la période de construction, voilà, on a préféré tout traiter comme du logement social. Alors, il y avait également donc une question sur le type de données, en particulier au niveau du seuil des 10 points de livraison et savoir si on avait eu accès à des données donc, plus individuelles. Non, on est bien en fait sur la donnée qui est accessible à tous, qui est en open data soit sur les sites des distributeurs ou sur les sites de l'État. Et donc, effectivement, on est uniquement sur les logements, en tout cas les parcelles qui ont un minimum de 10 points de livraison. Après, ça rejoint un peu la remarque que Anne-Marie vient de faire. C'est-à-dire que pour la plupart du patrimoine, ça pose peu de problèmes parce qu'à Paris, on est quand même sur des immeubles collectifs qui font assez régulièrement plus de 10 logements. Mais notamment le 3e bailleur, Logician, a un parc un peu singulier par rapport aux 2 premiers, avec une plus grande part de petites acquisitions récentes dans des tissus anciens et de petits immeubles qui peuvent faire moins de 10 points de livraison, et donc ils ne sont pas pris en compte dans l'analyse. Alors, on continue, on finit peut-être les questions du chat. Et puis après, je vois qu'une personne a levé la main, donc on vous prend juste après. Donc, une question aussi posée sur les ajustements comportementaux des ménages. Alors, je pense que justement, ces aspects comportementaux sont vraiment la caractéristique des données d'énergie en énergie finale qu'on a pu récupérer. Hein. C'est ce que vous expliquez, Anne-Marie, au tout début, sur la différence entre ce théorique et le réel. Et donc, les données qu'on a sont le reflet de ces aspects comportementaux. Je ne sais pas si Anne-Marie, tu veux compléter.
C'est-à-dire que sur la partie, en tout cas sur les 51 opérations étudiées, c'est très difficile d'isoler la part de chacun des facteurs, qu'il soit comportemental, lié à la régulation opérée par les bailleurs quand on a un système collectif. Enfin, c'est délicat, à l'exception de quelques cas particuliers où l'on sait, au travers des échanges que l'on a pu avoir avec les bailleurs, qu'il y a eu une campagne de sensibilisation des occupants. C'était notamment le cas du premier exemple qui vous a été présenté, où on sait que la RIVP a mis à disposition des ménages des thermostats en expliquant aux gens comment les utiliser, et ça se traduit effectivement par des gains après travaux plus importants qu'ils n'auraient été probablement si on n'avait pas eu cette campagne de sensibilisation. Mais c'est vrai que c'est difficile d'isoler ce facteur-là, et c'est aussi pourquoi on avait envisagé, et c'est ce qu'on a un peu signalé en préambule, à Noukanka, la seconde partie, elle se veut un bilan exhaustif de l'efficacité des travaux et de leur impact. Voilà, on n'analyse pas le caractère patrimonial et l'effet sur la gestion du patrimoine à long terme. Sur le confort des occupants, il y a aussi tout un champ à creuser. Et c'est aussi pour ça qu'on aurait aimé, et c'est peut-être une suite, mener des campagnes des enquêtes plus qualitatives qui sont déjà menées par les bailleurs, mais qui sont peut-être à préciser dans leur format pour recoller des informations, notamment sur les questions de confort et autres. Et ça peut s'accompagner également par des monographies plus précises avec des campagnes aussi d'instrumentation, de température à l'intérieur des logements, etc., etc. Et c'est vrai que la simple analyse des données de consommation ne permet pas d'isoler ces facteurs-là de manière simple. Elle permet de se poser des questions, mais elles ne permettent pas tout à fait d'y répondre. Ok. Continuons, donc effectivement, on a une question sur la méthodologie. Alors, juste une précision, puisqu'on voit que la question porte aussi sur, sur le logement collectif de manière globale. Cette étude-là ne porte que sur le parc de logements sociaux à Paris. Donc, on n'est pas encore rentré sur la question de la copro. Donc, ça fait l'objet de travaux qui sont en cours actuellement et qui seront publiés donc à la fin de l'année ou enfin d'ici une année. Mais enfin voilà, sur la méthodologie, enfin on voulait un peu expliquer. Donc je ne sais pas quand la question est tombée par rapport à la présentation, mais enfin voilà, on a en tout cas isolé les opérations plan climat, donc qui ont fait l'objet de délibérations de la part de la ville de Paris, avec des bouquets de travaux qui étaient identifiés, et on a vraiment regardé donc les années avant, les années après, enfin comme le montraient les exemples qui vous ont été présentés. C'est pourquoi on a aussi, comme sur la première partie, une décote dans le stock d'opérations qui peuvent être étudiées, parce que on s'assure à chaque fois, pour chaque opération, de la fiabilité des données de consommation renseignées sur l'ensemble de la période étudiée, quoi. Ok, alors évidemment, on a aussi une question sur l'appréciation des 28% par rapport aux estimations, par rapport donc au théorique qui était attendu. Alors, on est vraiment sur des données qu'il faut éviter de comparer puisqu'on parle vraiment de choses différentes. Peut-être, Gabriel, je te laisse compléter. Sur la deuxième partie, il y a vraiment deux choses assez importantes à retenir. C'est à la fois le caractère très singulier de chaque opération. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi le fait que l'on travaille en énergie réelle et pas en consommation réelle et pas en consommation théorique. Donc la comparaison est difficile. Et ce que l'on a observé dans la très grande majorité des cas, c'est que les consommations théoriques de départ sont généralement bien plus élevées que les consommations réelles de départ. Donc ça veut dire que la baisse envisagée du coup en théorique généralement est plus importante que la baisse observée en réalité. Donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a eu une diapo en préambule faite par Anne-Marie qui a insisté sur ce fait-là. La comparaison, elle est naturelle, tout le monde veut le faire, tout le monde veut comparer les chiffres réels avec les données DPE et les prévisions en théorique.
Mais à part être en kilowattheure par mètre carré, on ne parle pas de la même chose en fait. Donc, voilà, le réel intègre tous les volets comportementaux dont on vient de parler, le théorique, c'est du théorique. Donc, peut-être que ça pose aussi une question sur cette diapo, je suis passée un petit peu vite. C'est vrai que les consommations théoriques, elles sont réglementaires et les consommations réelles, c'est des données récentes qui ne sont pas utilisées. Peut-être qu'il faudrait, au niveau législatif, mettre une petite pincée de réel dans les calculs théoriques pour qu'ils soient moins si différents de la réalité, en fait. Alors, il y avait aussi un petit sujet sur justement l'électricité dont on a déduit les consommations d'électricité spécifiques. Alors, tout cela est expliqué dans l'étude. Peut-être Gabriel, un petit mot, puis après je vous propose de passer à la question de la main levée avant de revenir aux questions du chat. Ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On a isolé et retiré les consommations liées à l'électricité spécifique et à la cuisson pour coller aux 5 usages. Plus parce que cela nous a été demandé que par souhait, d'un point de vue, on va dire, scientifique. Donc, du point de vue des bailleurs, ça justifie un peu, c'est-à-dire qu'ils voulaient écarter l'électricité spécifique et la cuisson parce que les travaux qui sont réalisés, selon eux, n'ont pas d'effet sur ces deux usages-là qui concernent, à proprement parler, les occupants et leurs habitudes. Et donc, pour les isoler, il y avait un peu deux stratégies. Soit on partait de la répartition un peu connue de tous, 20% de la consommation concerne l'électricité spécifique et la cuisson, grosso modo. Le problème, c'est, vous l'avez bien vu dans la première partie du diagnostic, c'est qu'on a une grande diversité et hétérogénéité des niveaux de consommation. Donc, un 20% quand on est à 280 kWh par mètre carré n'équivaut pas à un 20% quand on est à 60 kWh par mètre carré. Donc, pour s'éviter ces écueils-là, on est plutôt parti sur l'hypothèse que la consommation liée à l'électricité spécifique et à la cuisson était forfaitaire. Donc, on est parti sur 25 kWh par mètre carré, quelle que soit la situation, du coup, en accord avec les partenaires de l'étude. Ce chiffre peut être amené à évoluer, mais en tout cas, cela nous évitait de raconter trop de bêtises. Merci Gabriel. Juste peut-être, parce que Charles, Julien, ça fait un petit moment que vous avez levé la main. Peut-être on peut prendre votre question. Parfait, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, Oui. parfait. Ouais, super. Tout d'abord, c'est un très beau travail, félicitations. C'est impressionnant et c'est très intéressant de voir ces chiffres et de voir enfin des mesures réelles, contrairement aux mesures théoriques qu'on voit dans les DPE et autres. Je trouve ça très chouette et vraiment intéressant. J'ai une question concernant si vous êtes allé si vous avez, dans le cadre de votre étude, je ne l'ai pas lu, ça méritera peut-être une lecture, mais des cost optimum qui sont apparus parce que là, vous avez présenté des travaux plutôt grosses rénovations avec à la fois isolation et chaufferie. Mais est-ce qu'on a pu se rendre compte que rien que la chaufferie avec un bon système de régulation permettait de gagner par exemple 17% ou 20% et les 8-10% restants étaient liés à l'isolation, ou est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de cette complémentarité pour atteindre les 28%? C'est une très bonne question. Alors, au départ, l'ambition d'étude était bien plus élevée, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment étudier à la fois les grosses opérations plan climat, qui sont des opérations du coup globales. L'ensemble des opérations du coup qui sont étudiées sont des opérations plan climat, donc c'est global systématiquement. On a un remplacement de système, de menuiserie et d'isolation dans la mesure du possible en lien avec les contraintes patrimoniales et architecturales. Mais on voulait, de notre côté, analyser, on va dire, tout l'entretien au fil de l'eau qui peut être fait par les bailleurs. Et donc là, notamment, on peut avoir des choses que vous avez évoquées, du remplacement de système avec mise en place de régulation, etc. Le problème auquel on a été confronté, c'est que ce suivi-là, il n'est pas vraiment fait par les bailleurs. Donc, dans un fichier qui nous permet à nous de récupérer les données de manière, on va dire, à grande échelle, fiable. Il n'y a pas de fichier structuré de suivi de ces travaux au fil de l'eau qui nous permettaient de manière simple, en tout cas, d'analyser l'effet de ces travaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des fichiers qui permettent de suivre les budgets de travaux. Là. Mais par contre, en fait, ces données ne nous permettent pas au niveau statistique
d'en tirer des conclusions. Et c'est vrai que ça a été évoqué de constituer. En plus, chaque bailleur a sa manière de compter, hein. Donc, ça obligerait à créer une sorte de référentiel partagé entre bailleurs pour que nous, on puisse travailler de manière statistique sur les travaux réalisés. En tout cas, sur les opérations étudiées qui sont globales, on a quand même une diversité du taux d'isolation qui peut être réalisé. Et l'isolation thermique par l'extérieur, quand même, on voit que plus elle est complète, plus elle produit d'effets. Après, évaluer le poids de tout ce qui touche au sujet des systèmes, de la régulation, etc., c'est beaucoup plus compliqué pour le coup. On peut plus le voir comme un reste à gagner, entre guillemets, et notamment au travers de l'analyse des données de consommation de 2022. C'est-à-dire que même sur les opérations rénovées, dès lors qu'on a un système collectif, on voit que l'année 2022 est systématiquement en dessous des années précédentes observées, même après rénovation. Ce qui laisse entendre que les bailleurs ont mis en place, du coup, une température de consigne est probablement plus faible qu'elle ne l'était par le passé, une période de chauffe plus courte, etc., etc. Et ça a été plutôt confirmé au travers des échanges que l'on a pu avoir avec les 3 bailleurs partenaires de l'étude. Mais ce qui est difficile à quantifier, c'est la marge de manœuvre liée à ce sujet de la régulation. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est très clair. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions orales, je vous propose de continuer sur les questions qui ont été posées sur le chat. J'en vois une donc justement qui pointe l'opération de la rue Crillon, qui était l'un des exemples qu'on a présenté, avec en remarquant que la diminution de la consommation d'énergie commence 2 ans après la fin des travaux. Et donc voilà, sur la temporalité en fait de l'impact des travaux sur la baisse des consommations d'énergie. Là, c'est un peu pareil, c'est que c'est assez difficile, mais probablement que là, on peut supposer qu'il y a un sujet régulation, installation des systèmes, ou voire calendrier des travaux, c'est-à-dire que nous, on a l'information de l'ensemble du bouquet de travaux qui a été réalisé, mais peut-être que la sous-station, les travaux liés à la sous-station et au remplacement du coup, des systèmes, c'est terminé qu'à la fin de l'année N+1 ou à l'année N+2. On n'est pas allé vérifier ça auprès de Paris Habitat. Donc c'est une possibilité. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, si on avait, on va dire, un historique des consommations encore plus long, quelque part, on aimerait écarter l'année N-1, l'année N+1 et toutes les années où il semble que les données sont un peu aberrantes. C'est pour ça que pour caractériser la situation après travaux, on est parti sur, on a pris toutes les années disponibles. Voilà. Alors que d'autres prennent 3 ans avant, 3 ans après. Nous, on s'est dit, dès lors qu'on a des années disponibles, on les prend. Parce que les consommations peuvent continuer à baisser, peuvent réaugmenter. Donc là, on est dans le cas d'un effet rebond. On voulait observer ça sur le temps long. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Donc, effectivement, là, on est sur un travail d'analyse qui pose un constat. On nous pose la question donc, de savoir, au-delà de la grande diversité des opérations étudiées, si on peut, à partir de ça, définir quelques orientations. En tout cas, les orientations, je ne sais pas, en tout cas, sur la partie du coup, analyse avant-après travaux, des effets, on va dire, des travaux sur la consommation d'énergie, c'est sûr qu'on ne peut pas extrapoler les résultats à d'autres bâtiments et à des typologies. On ne peut pas se dire, c'est parce qu'on observe moins de 30% sur un échantillon de 2000 logements chauffés au gaz collectif qu'on doit s'attendre à autant sur le reste des bâtiments qui sont chauffés en chauffage collectif à Paris. Pourquoi? Et ça a été évoqué parce que déjà, premièrement, les pratiques de rénovation opérées par les bailleurs, elles ont vachement évolué dans le temps et elles continuent d'évoluer. C'est quand même un premier sujet. Et aussi parce que
la diversité de situations est énorme sur le territoire parisien, et ce, même dès lors qu'on est dans une même situation en période de construction, même de chauffage. On voit très bien la grosse hétérogénéité des niveaux de départ, en fait, est quand même très discriminante. Alors, il nous reste 3 minutes, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse traiter toutes les questions qui sont dans le chat. Donc, peut-être que si parmi les participants, enfin, il y a des questions que vous voulez poser, on peut peut-être en prendre une ou deux à l'oral, parce que de toute façon, et on essaiera de répondre dans le chat par la suite. Alors, Marc Telliot, on vous écoute. Bonjour, Marc Telliot, donc à l'Agence parisienne du climat. Bravo pour cette étude qui commence à apporter pas mal d'éléments. Mais comme dans chaque étude, ça soulève aussi d'autres questions. Moi, j'en avais une par rapport à tous les bâtiments de type faubourien ou alors de type haussmannien. Est-ce que vous avez des consommations de base avant, après travaux? Alors, j'imagine que c'est plus de l'individuel électrique ou de l'individuel gaz, de façon à pouvoir les comparer, pourquoi pas du HBM ou alors des bâtiments des 30 Glorieuses. Alors oui, quand même, en préambule, c'est un peu ce qu'on a rappelé dans la deuxième partie au début, c'est que la grande majorité des opérations qui sont étudiées concernent plutôt des logements construits entre 1940 et 1980. 80% des logements du coup du panel concernent cette période-là, parce que c'est les premières opérations qui ont été financées par la ville de Paris. C'était les opérations, les groupes immobiliers les plus consommateurs, donc c'est ceux qui ont été menés en priorité. Par contre, c'est vrai que sur la fin de la période étudiée, on a plus d'opérations en chauffage électrique, dans du faubourien, etc. Notamment, on en avait deux dans les exemples, une chauffage gaz dans le 19e rue de Nantes et une dernière en chauffage électrique. Et les niveaux de consommation de départ, ils sont assez proches de ceux qui ont été présentés par Anne-Marie dans la partie diagnostic. Par contre, les niveaux de consommation d'arrivée, ils sont très liés en chauffage individuel à la sensibilisation qui peut être faite des occupants et aussi aux capacités. Il y a une très grosse élasticité par rapport au prix de l'énergie. Ça dépend du niveau aussi. Dans le chauffage électrique, la baisse qui est observée, elle est très variable parce qu'elle dépend vachement de la capacité des ménages, financière des ménages. Le prix de l'électricité étant celui qu'il est, c'est plus ça qui est déterminant aujourd'hui. Et en chauffage individuel gaz, ce qu'on voit et sur le peu d'opérations qu'on a analysées, c'est plutôt, c'est quand même un petit peu moins facile à réguler que le chauffage électrique où c'est du on-off assez bête. Disons que la mise à disposition de thermostats et puis la sensibilisation à l'utilisation des thermostats, le rappel de quelques règles, produit des effets assez importants. Très bien. Écoutez, merci à vous. Je vois qu'il est 10h30, donc qu'on est arrivé au bout de cette heure de webinaire. Alors, on vous remercie toutes et tous pour votre attention, pour votre participation, pour vos nombreuses questions auxquelles on n'a pas pu apporter des réponses complètes. Ce qu'on vous propose, c'est de reprendre les questions du chat et de répondre dans le chat. Donc, normalement, vous aurez la réponse dans le chat. Enfin, voilà, pour que tout le monde ait une réponse. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Merci Gabriel. Et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.